Amanda Stairs, lettre d'amour sans le dire. Ukiyo. J'avais besoin d'une parenthèse qui ne s'inscrive pas dans le temps de mon existence. « Oh, Madame Lenoil !» s'est exclamée Kyoko. J'ai compris que j'avais volé, malgré moi, le patronyme d'une autre. Une femme qui n'a jamais dû honorer son premier rendez-vous et m'avait laissé sa place. Mais n'est-ce pas toujours de cela qu'est faite la vie ? De masques que l'on emprunte et qui finissent par devenir notre visage, plus vrai que le véritable. Je lui ai quand même dit Alice, pour être au moins un peu de moi. Mon prénom, c'est Alice. Et je suis devenue Alice Renoir. Kyoko m'a servi un thé Genmaicha. Il m'a fallu un temps pour m'habituer au goût du riz soufflé. Elle m'a fait comprendre que je devais attendre un peu que vous soyez disponible pour un shiatsu et m'a servi un dorayaki. Je pensais que c'était 2 crêpes superposées, mais l'azuki au centre m'a surprise. C'était un goût de l'enfance de quelqu'un d'autre dans un pays lointain. Vous m'offriez votre Madeleine, vos couleurs, vos souvenirs. Le mélange entre le thé et le gâteau aux haricots rouges a eu un parfum de date, et je me suis rappelé soudain celle de l'épicier qui vivait au coin de la rue et nous en offrait avec des noix pour la nouvelle année. Elle venait de son village de Tunisie et fondait dans ma bouche comme cette pâte brune. Me revenait aussi le goût de la crème de marron que je n'aimais pas plonger dans les petits Suisses, mais que j'avalais à la cuillère pour que le sucre me sature et pique le fond de ma gorge. Toutes les enfances sucrées m'assaillaient. J'allais être grand-mère et je prenais conscience de cette atroce joie qui a été de trop, m'a rempli la bouche comme du sirop, et j'ai eu peur et mal. J'ai été en colère. Écœurée à en vomir, je me suis demandé où était passée ma vie que je n'avais pas osé commencer. J'avais encore le ticket pour un tour de manège qui tournait, sans que j'aie pu monter. Et voilà que la nuit se mettait à tomber, que le carrousel ralentissait, et que le parc se refermait sur moi. Quand je suis arrivée à vous, j'étais pleine d'une rage sourde et honteuse. Cette fois encore, vous avez penché le buste vers moi en joignant vos mains. J'ai appris depuis, en lisant les ouvrages sur le shiatsu, que cette salutation s'appelle gassho, qu'elle est un moyen de créer le lien avec le patient pour faire chœur, comme des enfants qui chantent ensemble dans une église pour arriver à Dieu. Il y a quelque chose de divin dans vos mains, dans les gestes que vous avez répétés, comme s'ils étaient ancestraux, que vous n'en étiez que le légataire et que vous transmettiez à mon corps le poids soulagé des corps passés et leur lumière pour me guérir. Quelle est votre religion ? Êtes-vous bouddhiste ? J'ai posé la question à Kyoko. Elle m'a dit respecter le shintoïsme, dont je ne connaissais rien avant de faire des recherches, et j'avoue ne pas bien comprendre de quoi il s'agit. Il me semble que c'est une religion animiste, comme celle que l'on trouve en Afrique, un culte qui vient du fond des temps, qui rythme la vie plus qu'il ne l'ordonne, une sorte de croyance douce, mais qui rend la vie dure, car il n'y a pas de promesse d'au-delà, pas de dessein de Dieu. Juste une idée de l'âme et de ses rebonds dans le temps. L'éloge de ce qui a été et perdure de manière invisible dans un monde abstrait qui survit grâce à ce qu'on laisse et qui nous attend pour nous perdre à jamais. C'est une religion d'écrivains mélancoliques, en somme. Et cela vous va bien. J'ai pensé que vous deviez vous aussi prier comme Kyoko dans un silence bouleversant. Vous avez senti mon énergie. Vous avez dit « pas bon » et vous avez secoué les mains vers le bas après m'avoir touché, comme pour vous débarrasser de toutes les mauvaises ondes que je véhiculais. Alors, vos mains ont commencé leur danse sur mon crâne à nouveau. Ça faisait mal, ça faisait du bien. Une sorte de délice masochiste. Mon corps entier se relâchait, mes cuisses s'écartaient. Je m'écrasais dans le sol qui m'aspirait.
Je me suis endormie comme une enfant, les muscles relâchés sans pudeur. Et j'ose le dire aujourd'hui, j'avais envie de vous quand j'ai basculé dans le sommeil. Envie que vous entriez en moi et que vous n'en sortiez pas. Envie que vous me preniez comme une forteresse. Je me sentais assiégée et prête à rendre les armes, à me soumettre à votre puissance. Quand je me suis réveillée, vous n'étiez plus là. Je crois que j'ai ronflé. Je me suis habillée à la hâte. En sortant, je suis allée au bistrot du coin pour manger un steak au poivre malgré le sucre du gâteau toujours coulé à mon palais. L'appétit était revenu aussi. La vie, en somme. Je ne peux pas dire que j'étais blessée, mais anesthésiée, sans doute. Hermétique au chaos de l'amour, étrangère au désir, loin. Comme si cette chose ni salie ni sublimée n'était juste plus capable de m'atteindre. Une autre en moi avait décidé que je devais m'y soustraire. Je pense que je sais quand le glissement s'est opéré. Juste après qu'un homme dont j'étais tombée follement amoureuse et qui m'aimait en retour, avait réalisé que, malgré la joie qu'il avait de passer du temps avec moi et la vivacité d'esprit qu'il me trouvait, il n'avait pas envie de m'embrasser à pleine bouche. Il me faisait l'amour, de temps en temps, certes, mais les yeux révulsés, sûrement concentrés sur l'image d'une autre femme. Alors j'ai eu trop de peine. Je suis partie. Je le comprenais presque. J'avais mon corps en dégoût, des seins trop lourds, relâchés, des hanches généreuses, des attaches fines et un visage maigre, comme s'il était planté sur un tronc qui portait trop de poids, trop de souvenirs. Mais vous connaissez ces contours mieux que moi. Sous vos mains, je me suis mise presque à l'aimer, et j'ai minci au fil du temps alors que je mangeais bien plus. Sans doute parce que j'ai senti s'animer cette boîte qui protège mon cœur que vous m'avez donné envie d'entendre battre à nouveau. J'ai moins eu l'impression de vivre ma vie que d'avoir été vécue par elle. Pour le temps qu'il me reste, je voudrais être la main qui guide le pantin usé au bois qui craque que je suis, qui continue de grandir et se met à espérer qu'il peut s'enfuir. Il faudrait que vous sachiez tout de moi, pour vous écouter à mon tour, puisque nous nous aimions en silence comme nous le faisons depuis le commencement. Avec vous, tout m'est revenu. En taisant mon corps, mes sensations, pores fermés, nourriture sans jouissance, nuit sans amour, j'ai tué une partie de mes souvenirs, sans doute pour oublier. Aujourd'hui, je veux m'en délester à travers ces lignes et courir jusqu'à Miyazaki. Je me souviens qu'enfant, je regardais les oiseaux voler, et je me demandais si le vent les empruntait comme des feuilles mortes pour séduire le ciel, ou si c'est eux qui jouaient avec lui. Ce jour-là, je vous ai guetté sous l'abribus pour vous suivre chez vous. J'ai honte de vous l'avouer. J'avais envie de savoir où vous viviez, si vous retrouviez une femme ou des enfants, si vous dîniez seul, si vous souriez en parlant sur votre téléphone, si vous chantonniez, s'il y avait de la place pour moi dans votre vie. Je ne me suis rien avoué de tout cela. Je me disais que vous étiez le personnage de ce fameux roman que je rêvais d'écrire, que ce qui m'attirait était un mystère qui opérait sur des lecteurs, puisqu'il opérait sur moi. Il neigeait. Les flocons ne tenaient pas et se transformaient en une sorte de boue noire. J'avais froid. J'aurais dû rentrer 1000 fois, mais au bout d'un moment, l'effort accompli était trop grand pour abandonner. Je me suis dit que je n'avais pas attendu tout ce temps pour rien. Alors, malgré mes membres congelés, je suis restée jusqu'à ce que la nuit tombe et que, quelques heures après, vous aidiez Kyoko avec le rideau de fer. Je me suis sentie ridicule. Je vous observais de loin. Que vous aurais-je dit si vous aviez croisé mon regard? Un klaxon a retenti. Kyoko s'est tournée. C'était son mari, dans une vieille Peugeot verte. Il ne portait pas le smoking de la photo, mais j'ai reconnu son sourire immense. Vous êtes montés tous les deux,
et il a démarré. Je suis restée seule comme une idiote, les pieds mouillés sous cet abribus glacial. J'ai pris un taxi. J'ai attrapé une grippe qui m'a clouée au lit, presque un mois. Il y a dans vos yeux que j'ai osé croiser lors de notre 3e rencontre, une mélancolie douce et immuable. Cette fois, j'avais pris rendez-vous. J'avais dit Alice au téléphone et Kyoko avait répondu « Oh, Madame Lenoir, bien sûr !» Il restait de la place en fin de matinée. L'année s'achevait. Il neigeait encore, mais cette fois, une couche blanche donnait un charme de conte de fées à Paris tout entière, constellée des lumières des fêtes qui approchaient. J'avais mis un mois à admettre que je voulais vous revoir, qu'il ne s'agissait pas simplement d'un massage. On peut sentir qui sont les gens qui nous touchent physiquement, leurs émotions. Il y a dans la peau les traces de ce qu'on est. Il se dégage de notre chair comme un effluve de notre cruauté, ou au contraire comme chez vous, de bonté. À la fin de nos massages, l'odeur de votre peau sur la mienne était un pansement et complétait mon parfum pour en créer un autre, nous. Je vous connais comme si nous avions parlé longtemps. J'ose le penser. Je sais aussi que vous n'avez pas été heureux. Seul un être brisé peut en réparer un autre. On ne comprend la douleur que si on l'a fréquentée. Je suis cette femme au manteau long qui a attendu avec vous l'arrivée de Kyoko ce matin de décembre. Le métro était bloqué à cause des intempéries. Kyoko seule avait la clé et nous nous sommes retrouvés à la porte du salon de thé. Vous portiez une sorte de costume un peu souple qui s'attachait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, ai-je pu constater, quand au bout d'un moment vous avez suggéré le café d'à côté de la tête. Je vous ai suivi. Vous avez commandé. Vous portiez plusieurs pulls fins les uns sur les autres. Vous sembliez être en pyjama. Ça m'a émue. Café, s'il vous plaît. Vous avez fait signe qu'il en fallait 2, avec les doigts bien écartés. À peine les avions-nous bu, gênés de ne pouvoir rien prononcer et d'en dire beaucoup trop par nos silences embarrassés, que Kyoko est arrivée en courant, avec son sourire d'enfant qui penchait vers le bas, comme un smiley triste et heureux à la fois. Nous l'avons suivi. Vous m'avez laissé un long moment seul avant d'entrer dans la pièce pour que j'oublie même que vous viviez une vie en dehors de ce lieu, que je ne vous visualise plus que comme un masseur, que j'oublie vos traits en sortant. Ça n'a pas marché. Pour la première fois, j'avais vu les détails de votre visage. Une bouche large, un nez fin et allongé, aux ailes symétriques. Il y a une petite cicatrice sous votre œil droit. Elle a la forme d'une larme. Vous n'ouvrez que peu la bouche. Vous dissimulez votre sourire. Au début, j'ai cru que vos dents qui se chevauchent un peu vous gênaient. Mais comme Kyoko couvre toujours gracieusement son rire avec sa main, je me demande si ce n'est pas une forme de politesse japonaise. Oui, je suis Alice. Alice, la Alice du café, dont vous avez frôlé les doigts lorsque nous avons voulu nous saisir d'un morceau de sucre au même moment. Dans le salon, vous touchiez mon corps et c'était normal et autorisé. Mais dans ce café, cela devenait tabou. Alors, quand nos 2 mains se sont effleurées dans ce sucrier, j'ai été troublée. Je suis cette femme-là. Savez-vous qui je suis ? J'ai peur d'avoir tout imaginé, de n'être pour vous qu'une personne parmi d'autres. Je vous écris toutes ces émotions, cette intimité. Ne suis-je pas ridicule ? Dois-je poster cette lettre ? Je ne sais si vous devez la lire, mais je n'ai d'autre choix que de l'écrire. Sinon, je vais m'étouffer de tous ces mots retenus. J'espère que vous me lirez d'une traite. Pourtant, il me faut du temps pour l'écrire. Cela fait des nuits qu'elle dure et qu'elle m'engloutit pour exister. Quand je suis trop émue, je pose mon stylo.
Après cette troisième rencontre, j'ai cherché sur Internet leçons de japonais. J'ai atterri dans une petite rue du 11e arrondissement. On pousse une porte qui mène à un passage dans lequel il y a plusieurs ateliers d'artistes. Mon professeur en partage un avec une oiselière. Son nom est Simone. Elle dresse des oiseaux pour leurs propriétaires et vend également des perles rares. Elle est spécialisée en inséparables, cette espèce d'oiseau qui cherche son âme sœur et ne la quitte plus jamais une fois qu'il l'a trouvée. C'est donc au milieu de piaillements, plus ou moins charmants, que j'ai appris à parler la langue qui nous relie. Mon professeur de japonais s'appelle Roger. C'est un prénom étrange pour un jeune homme de 20 ans né à Osaka. Mais son père était amoureux de Brigitte Bardot et francophile, il a hérité du prénom de Roger Vadim, le premier mari de l'actrice, et d'une parfaite maîtrise de la langue après être lui aussi tombé amoureux de ce cul en découvrant le mépris un soir avant l'adolescence. Roger Tanaka a un visage rond, comme les gâteaux que me donne Kyoko dans votre salon. Sa peau ne souffre d'aucun défaut. Il a de grosses lunettes carrées qui habillent ses petits yeux rieurs. J'ai l'impression qu'il sait tout et qu'il a compris exactement ce que je faisais là. Je travaille dur pour vous parler, mais aussi pour lui montrer que je ne suis pas un oiseau volage et inconséquent. Il m'a dit que, parmi les adultes, j'étais sans doute son élève la plus appliquée. Il y a un enfant qui apprend bien plus vite que moi. Une petite peste à couette qui a commencé les cours en même temps, mais lui parle déjà en faisant des blagues, tandis que j'ai du mal à prononcer les mots. Pauline, je la déteste. Nous nous croisons les mercredis et elle est très méchante. Je lui ai apporté des goûters pour l'amadouer, elle les mange et une fois que tout est fini, elle plante ses yeux dans les miens et me dit « C'était pas bon ». Roger Tanaka est à cheval sur la propreté. Quand on arrive, on doit retirer ses chaussures, enfiler des sortes de chaussons de bois et se laver les mains avec soin. Roger ne m'a pas dit grand-chose sur Osaka. Seulement que dans tout le pays, les Japonais se rangent à gauche des escaliers roulants, comme ils conduisent, pour laisser passer ceux qui veulent monter plus vite. C'est très organisé. Osaka est la seule exception. On se tient à droite des escaliers roulants, comme en France, m'a-t-il dit fièrement, comme si cela expliquait tout son parcours et son arrivée à Paris. La plupart des samouraïs étaient droitiers et portaient donc leur sabre à gauche. C'était la même chose avec les chevaliers en Angleterre. Voilà pourquoi c'est resté. Et personne ne portait l'épée en France ni à Osaka ? Si, a-t-il répondu, se pâmant de son effet. Mais la France a passé l'arme à droite quand Napoléon a changé la loi pour emmerder les Anglais. Et il riait, mi-gêné, mi-fier, d'employer un gros mot et de ses petits effets. On sentait qu'il adorait ressortir cette anecdote. Quant à nous, à Osaka, nous étions une ville de marchands et non de guerriers. Et si les sabres se portaient à gauche, les bourses, elles, se portaient à droite. Roger Tanaka aime à dire que l'histoire a de l'humour. Je ne partage pas son avis, mais je ne tiens pas à me fâcher avec lui. Tout au long de cette année de leçons, Roger Tanaka m'a appris bien plus que la langue du pays. Il m'a invité à déjeuner dans un restaurant traditionnel pour fêter ma 50e leçon. Je ne sais pas grand-chose de lui. Je pense qu'il est homosexuel. Je ne suis pas certaine qu'il soit au courant ou qu'il ait encore osé se l'avouer. Roger parle d'amour galant, celui qu'il a lu dans les romans. Quand je lui demande s'il a déjà aimé ou été aimé, il cache son rire gêné comme s'il était adolescent et répond « Oh, non, l'amour n'est pas pour Roger », sans paraître pour autant attristé. Nous avons dégusté la grande cuisine impériale et traditionnelle kaiseki et bu beaucoup de saké. Nous sommes sortis ivres et avons chanté des chansons françaises dans les rues. Roger écoutait Claude François avec son père. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une de nos idoles. Il est mort jeune. Peu de gens savent que My Way
est née française et s'appelait comme d'habitude. Si nous nous revoyons un jour, je vous la ferai écouter. Ma préférée s'appelle Magnolias Forever. Et quand il chante « Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia », j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. alors les larmes me montent aux yeux. J'ai toujours eu un rapport très intime avec la musique. Je ne la considère pas comme une distraction ou un simple bruit de fond. Elle m'affecte en profondeur. Roger et moi, nous avons bien ri et pleuré en chantant les vies que nous ne vivions pas dans les rues de Paris la nuit. Roger m'a montré une autre forme de musique et m'a fait découvrir les haïkus. J'en avais bien sûr lu, mais je ne pense pas avoir compris cette forme poétique avant d'avoir pu les lire en japonais. Roger m'a dit que toutes les histoires, tous les moments pouvaient exister en ces 3 phrases suspendues. Essayez, Madame Alice. Je fais tourner mon stylo entre mes doigts. Qui vous a poussé à apprendre le japonais? Alors j'écris le bruit de la pluie, mes pas qui rient aussi, réveiller le destin. Mon jeune professeur hoche la tête et nous passons à autre chose. Sa pudeur m'enveloppe d'apaisement. Sur les recommandations de Roger Tanaka, je me suis procuré des ouvrages de littérature japonaise. En dehors de Murakami, je ne connaissais quasiment rien. Le lendemain de notre soir de fête, j'ai ouvert le Di du Genji, ce chef-d'œuvre de Murasaki Shikibu, comme cadeau dont on défait doucement le papier. J'ai appris quelques jours après cette lecture délicieuse que Murasaki Shikibu était une femme. Pourtant, cette tornade sensuelle a été écrite vers 1005 et le personnage principal est un prince qui possède 1000 maîtresses. Comme votre culture me surprend par son mélange d'archaïsme et d'ouverture d'esprit. Ces intrigues amoureuses et politiques à la cour de Heian sont le fruit de la manipulation des femmes qui œuvrent derrière les paravents comme des ombres de désir. Je n'ai pu m'arrêter après cela, et j'ai lu Kenzaburo Oe et Les Belles Endormies de Kawabata. J'ai pensé que ces jeunes geishas endormis dans un bordel pour que les vieillards les admirent comme on regarde sa jeunesse perdue, me parlaient de ma vie, du temps que j'ai laissé filer. En le sachant, oui, mais ne pouvant m'offrir mieux, de peur de souffrir. J'ai lu les damnations répétées dans chaque œuvre de Mishima. L'éloge de l'ombre, de Tanizaki, et l'art de ne pas tout montrer. Natsume Shoseki également. Pour chaque œuvre, j'avais la version japonaise et l'adaptation. J'ai tenté de tout lire en japonais, mais c'était encore trop compliqué. Surtout parce que le rythme, les sentiments, les idées, tout ce que j'ai appris dans les lettres françaises diffère en tout point. Quand les écrits qui ont bâti votre littérature basculent entre l'esthétisme et la perversité, les nôtres sont faits d'amour impossible et de damnation. J'ai ainsi compris que j'étais étrangère à votre culture, que tout nous séparait, sauf notre humanité et vos mains qui ont sauvé ma peau. En japonais, tout est d'une mélancolie qui rend la mort douce. L'éphémère est ce qui semble créer la plus grande des émotions. On jouit de la finitude en chaque chose. Cela m'apprend tant sur moi-même de savoir ce que je ne suis pas. Je ne cesse de lire votre pays dans le métro, et je rêve de nous entre les pages. Jeudi 19 janvier, j'ai raté ma station, car j'étais perdue au milieu des notes de chevet de Sei Chonagon, dans les splendeurs délicates de la civilisation d'Eihan, loin de Lamarck Colincourt, où les gens se précipitaient en grappe, les chaussures pleines d'une neige fondue qui avait transformé le sol des trottoirs en gadou. Je l'ai noté dans mon carnet. J'ai dû traverser les couloirs à nouveau pour changer de direction. Je me suis résolue à lever la tête pour ne pas arriver au terminus. Je regardais un homme buriner
assis en face de moi, et j'ai pensé qu'il était beau. Puis, je me suis dit que si ces rides-là étaient apparues chez une femme, on aurait jugé son visage intéressant, sans lui prêter de pouvoir de séduction. Les peaux des femmes vieillissent objectivement mieux, mais les romans, les films, les représentations artistiques ont toujours désigné les femmes qui inspiraient du désir comme jeunes, marquées de naïveté, presque de bêtise. Les hommes qui ont construit ces mythes se sont offerts le beau rôle depuis des années et nient mon désir, ma sexualité, ma féminité qui pourrait se prolonger. Jusqu'ici, j'ai accepté le poids de ce qu'on m'avait appris et accepté que j'allais m'éteindre et que je devais laisser ma place aux nouvelles venues avec leurs seins fermes et leurs ovules frais. Pardon de parler comme cela, mais ça m'est apparu avec violence. J'ai été en colère contre moi-même et je m'en suis voulu de ne pas m'être laissé le droit du désir. C'est très dur pour moi d'écrire cela et j'en ai honte. Mais j'ai croisé un jour un de vos regards qui s'attardait sur les courbes de mon corps. Je n'ai pas osé descendre mes yeux jusqu'à votre pantalon, mais nous sommes des animaux et nous savons ces choses-là. N'ayez pas honte ou ne vous sentez pas agressé par ce que je vous dis, ni toutes ces fois où je vous ai observé, s'il vous plaît. Prenez-le plutôt comme ma capacité à vous regarder tout entier, tel que vous êtes. Pour que vous me compreniez, il faut que vous me connaissiez mieux.